Bonsoir à tous, bienvenue dans la salle Raymond Borde avec l'un de nos invités d'honneur, Pierre Lhomme, directeur de la photographie que nous sommes très heureux de recevoir ce soir et avec lequel nous avons deux belles heures de discussion. Voilà. Pierre, on va pas faire la on va pas rappeler quelle est ta filmographie parce qu'on y serait encore demain matin, presque. Oui. Par contre, Pierre est quelqu'un de très précis et quand on est allé le voir avec Franck Lubé dans sa belle maison de Fontvieille, près d'Arles, on lui a dit, voilà, on vient te voir Pierre parce qu'on va faire quelque chose sur la couleur. Et tu as pris ça au pied de la lettre, si j'ose dire. Tu as pris vraiment la parole comme presque une commande. Et du coup, tu as organisé cette rencontre et peut-être que tu peux dire deux mots justement, Pierre, de ce que tu as souhaité faire, pourquoi tu as souhaité choisir des extraits qu'on va voir et à partir desquels tu vas expliquer un certain nombre de choses. Oui, alors écoutez, pour être très bref, c'était une question qui m'a complètement désarmé au début parce que je ne voyais pas très bien ce que je pouvais raconter. Et puis l'idée qui m'est venue, c'est de vous montrer des extraits de films dont la réalisation en noir et blanc n'aurait pas pu être faite. C'est-à-dire que ce sont des morceaux de films en couleur, et la tentative de faire ces films en noir et blanc aurait déclenché une mise en scène radicalement différente. Pour moi, c'est ça la grande chose à faire comprendre, c'est qu'une mise en scène est liée au noir et blanc et à la couleur comme à beaucoup d'autres choses. Et ensuite, à l'occasion de ça, je vous parlerai de mes relations personnelles avec la couleur. J'ai toujours pensé, en tous les cas au début, que la couleur nous amenait une tonne d'informations dont on n'avait pas besoin pour apprécier le film. Et que le noir et blanc avait une dignité que la couleur n'avait pas. Et bon, c'est une idée qui s'est modulée avec le temps. Mais en tous les cas, c'était, si vous voulez, le passage du noir et blanc à la couleur, c'est quelque chose que j'ai vécu en début de carrière, en fait. Et je regarde encore avec beaucoup d'affection les films en noir et blanc. Et je me dis que si d'un seul coup ils étaient en couleur, ils n'auraient pas la même majesté. Mais bon, c'est sans doute un parti pris comme ça de génération, c'est pas forcément vrai. Alors, on a pris, voilà, j'ai pris deux extraits d'un film où la couleur joue un grand rôle, deux extraits de Cyrano de Bergerac, la première bobine et la dernière bobine. La première bobine, c'est pour vous mettre un peu pour ceux qui ne connaissent pas le film, ou même pour ceux qui le connaissent, mais pour raviver la mémoire, c'est la première bobine du film qui est... Bon, comme tout ce film, moi je le trouve tout à fait admirable, à tous les points de vue. Et passer cette mise en bouche, si je puis dire, on passerait à la dernière bobine du film, parce que c'est le passage du jour à la nuit, et que si on avait dû le faire en noir et blanc, la mise en scène aurait été radicalement différente, et le travail des acteurs également. Donc si vous voulez, j'avais la conviction que la couleur, dans ce cas de figure, amenait vraiment des choses tout à fait essentielles. Et il y aura un troisième extrait d'un autre film qui, lui, au lieu d'aller du jour à la nuit, va de la nuit au jour et qui est la première bobine d'un film que j'aime beaucoup, comme beaucoup de films que j'ai faits, de Bruno Nuiten, Camille Claudel. Et la première bobine est tout à fait exemplaire des possibilités que le passage du noir et blanc à la couleur pouvait donner à un metteur en scène. Mais entre chacun de ces extraits, on reprendra un tout petit peu la parole. On va rallumer, voilà, et on fera des pauses. On essaiera, Pierre pourra justement commenter, répondre éventuellement à des questions. Et on ne commence pas par la définition de ce que doit faire un directeur de la photographie, parce que c'est très compliqué à dire en 3 lignes. Cette rencontre est faite justement pour montrer concrètement quel est le travail d'un directeur de la photographie dans un film. C'était ça aussi l'idée, Pierre. Oui, c'est un peu ça. Oui. Ça. Oui. Alors on y va pour la première bobine. Donc on voit le début de Cyrano de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. Pourquoi je voulais vous montrer ça? Parce que d'abord je veux vous montrer la fin du film,
Et je me disais qu'en vous montrant le début, ça vous mettait un peu dans l'ambiance d'un spectacle assez étonnant où la couleur joue un très grand rôle. Il y a une chose, la seule chose qu'on s'était dite avec Jean-Paul Rapneau et avec le décorateur, c'est qu'en aucun cas on utiliserait des lumières colorées. Ce qui était, si vous voulez, la solution de facilité par rapport à un décor qui est censé être éclairé par des bougies, et qu'on ne se servirait des bougies que comme d'un élément de décor, mais pas comme une source d'éclairage. Et pour une raison très très simple, c'est que si on utilise des projecteurs de lumière colorés, on dénature la peau des personnages et on dénature les costumes. Et que les costumes sont spécialement assez, je trouve, extraordinaires dans ce film. En plus, la costumière était la femme du décorateur, donc on avait un allié sûr sur le terrain. Et donc c'est éclairé avec des lumières absolument normales, et seules les bougies ramènent à une certaine réalité d'éclairage. Voilà, c'est pour ça. La dernière partie du film qu'on va vous présenter maintenant, et elle, la raison d'être, si vous voulez, je l'ai dit brièvement tout à l'heure, mais vous la comprendrez mieux maintenant, c'est que le passage du jour à la nuit est complètement dépendant de l'éclairage et non pas du jeu des acteurs en particulier. Et que si on avait dû tourner cette séquence vraiment en nuit, la mise en scène aurait été radicalement différente. À nous de l'imaginer, mais je crois qu'une fois qu'on aura vu cette fin de film, on comprendra que la lumière y est prise très très au sérieux et au premier degré. Voilà, écoutez, on parlera peut-être après cette deuxième bobine. La première, c'était pour se mettre dans l'ambiance. On envoie la deuxième bobine ? On envoie la deuxième bobine. Cette deuxième bobine, elle va partir, c'est bien. Mais je veux dire, il y a des options qui sont prises, parce que c'est une décision de prendre la lumière naturelle comme base de l'éclairage. Et quand elle disparaît, de la remplacer par la pénombre, mais une pénombre qui, elle, effectivement, est liée complètement à un éclairage artificiel. Écoutez, moi je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose d'incongru à parler de noir et blanc ou de couleur, on fasse d'un tel travail. Mais on n'est pas obligé forcément de le prendre par la couleur, Pierre, parce qu'effectivement... Ouais, non, mais ces acteurs sont tellement impressionnants, je veux dire... Parce que tu les as saisis aussi. Pardon ? Parce que tu les as saisis et tu as su les saisir. Oui, mais de les voir et les revoir l'effet est tout aussi fort, quoi. En tous les cas, la raison pour laquelle je voulais vous montrer ce morceau de film, c'est que je ne me vois pas du tout faire ce type de travail en noir et blanc. Je pense que cette progression, cette diminution, cette disparition de la lumière et la montée de la lune, je ne sais pas, j'ai la conviction qu'en noir et blanc, l'émotion aurait été moins forte, le côté évident de la situation aurait été moins fort. Et c'est aussi qu'au niveau de l'utilisation de la couleur, c'est sans doute une des séquences qui m'a demandé pardon, le plus d'efforts et le plus de travail et le plus de technicité. Et j'ai toujours évidemment été très sensible à la fin de ce film, parce que je crois que c'est moi qui avais persuadé Jean-Paul Rapneau de tourner de jour et non pas de nuit, et que je veux dire, je pense qu'on l'a réussi, et on s'est aperçu après coup que si on avait voulu faire tout ça de nuit, on aurait été envahi par des projecteurs qui auraient gêné le regard. Voilà, et que si vous voulez, moi je ne suis pas là pour entrer dans des détails techniques, mais dites-vous que toutes les astuces et tous les outils dont un opérateur pouvait disposer à l'époque, on s'en est servi.
Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières à poser. Pour moi, c'est très difficile de rentrer dans le détail à brûle-pourpoint sans question. On pourrait dire aussi que c'était un hommage à Gérard Depardieu et à Rapneau. Alors en même temps, Pierre, je vais commencer le temps que les questions arrivent. Tu dis que cette dernière séquence est une des celles qui t'a demandé le plus de travail. Alors est-ce que tu peux nous dire quel travail, à quel moment? En préparation ou sur le tournage? Parce qu'il y a différents moments et différents types En de préparation, tâches. c'était la décision de tourner de jour et non pas de nuit. Ce qui arrangeait un peu la production dans la mesure où le travail où le travail de nuit coûte plus cher que le travail de jour. Mais il y avait surtout un phénomène, c'est que si on avait fait cette séquence de nuit, on l'aurait fait en 4 nuits, alors que là, on l'a fait en 5 jours. Et donc, aussi bien le metteur en scène que les acteurs gagnaient du temps. Et en même temps, ça me permettait de tourner dans l'ordre, ce qui laisse une initiative permanente à tout le monde, aussi bien au metteur en scène qu'à l'opérateur qu'aux acteurs. C'est-à-dire que la séquence n'est pas tournée on n'a pas tourné les plans de jour, les plans de soir, etc. C'est-à-dire on n'a pas découpé, si vous voulez, notre travail. On a fait cette séquence en continuité. Et ce qui fait que de plan à plan, je veux dire, les raccords, c'est nous qui les construisons. Ce n'est pas un plan de travail. Que dire d'autre? Que le guide visuel pour l'ensemble de la séquence, c'est la lumière naturelle sur les fonds du décor. C'est la lumière naturelle dans le sous-bois. Ce qui est très amusant, c'est que quand on a fini la scène dans le sous-bois, c'était la nuit complète. Donc il a fallu recréer cette fausse nuit qu'on a eue auparavant, parce que la lumière était tellement descendue qu'il n'y avait plus de lumière sous les arbres, et que donc on s'est retrouvé comme dans un studio. Et une anecdote qui peut intéresser certains, c'est qu'une des grandes difficultés, c'était d'être sur les personnages et ensuite de partir, de faire le dernier plan qui était un plan prévu à la grue, qui a été fait avec une grue, et qui devait, si vous voulez, découvrir la forêt et les personnages au fond. Et là, c'était un casse-tête chinois parce que il y avait énormément de lumière dehors, en dehors du sous-bois, alors que dans le sous-bois, il n'y avait plus de lumière. Et quand on a pris... Alors bon, moi j'avais une idée derrière la tête qui était un peu farfelue, mais qui était la seule qui m'était venue à l'esprit, c'était de peindre les arbres. À partir du moment où on les voyait en plongée avec la grue, c'était de les peindre en noir, quoi, de leur donner les couleurs de la nuit. Et en fait, quand on a essayé de faire ça, on s'est aperçu que les arbres étaient effectivement noircis, parce qu'on était sur le chemin d'atterrissage je crois que c'était, je ne sais pas si c'était le Bourget ou Orly, mais bref, sur le parcours où les avions, traditionnellement, avant d'atterrir, larguent le kérosène en cas d'accident. Donc en fait, tous ces arbres étaient noyés de kérosène et ça nous a évité d'être obligés de les peindre. Ce qui aurait été quand même un peu ridicule et très coûteux finalement. Voilà, ça c'est les petits, c'est les à côté amusants. Dans ce sous-bois, on voit quelque chose qu'on voit aussi très bien dans la première scène, dans la première séquence que tu as montrée, et qui nous semble, alors peut-être qu'on se trompe complètement, qui nous semble difficile à saisir, c'est le rapprochement entre le noir et le blanc. Quand il y a le blanc des fraises, ou quand il y a le blanc d'un foulard près du noir, ou même le visage d'Anne Brochet à la fin qui pratiquement est la seule source de lumière sur ce dernier plan magnifique où elle pose la tête sur Gérard Depardieu. Est-ce que c'est des moments particulièrement compliqués à éclairer ou est-ce que, parce que c'est d'une telle douceur Non, c'est pas particulièrement difficile. Ce qui est difficile, c'est d'assurer une continuité avec ces accidents. Mais à partir du moment, si vous voulez, la lumière que j'amène pendant ces scènes, c'est exactement la lumière qu'il y a sur l'ensemble du décor, de la lumière naturelle qui existe. La difficulté, c'est de se marier avec elle sans que ça se sente.
Mais sinon, je veux dire, c'est la difficulté principale, elle est là. Mais ce qui était très intéressant aussi pour les acteurs, c'était, parce que c'est quand même une scène très délicate, qui est le dénouement d'un film, je vous signale pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui est un film magnifique, hein, à ne pas louper. Et pour les acteurs, de pouvoir jouer en continuité comme sur une pièce de théâtre, et c'est un luxe qui est très très rare. Moi, dans une carrière assez longue, si vous voulez, ça m'est arrivé 2-3 fois. Je crois que j'ai fait 2 films en continuité, cette séquence-là, et puis j'ai fait 2 films en continuité, en respectant la continuité. C'était La maman et la putain de Jean Eustache, et un film de Jacques Doyon qui s'appelle La fille prodigue, où le premier plan tourné, c'est le premier plan du film, et le dernier plan tourné, c'est le dernier plan du film. Et ça donne aux acteurs, et même à nous, ça nous donne une souplesse de travail extraordinaire, tout à fait rare. Et ça, c'était aussi un atout auquel moi j'avais pensé quand j'ai proposé de faire cette séquence de jour et non pas de nuit. Parce que de nuit, on aurait été obligé de faire du fin jour, de la nuit, du lever. Enfin, c'était une gymnastique pas bénéfique pour les acteurs. En sachant que filmer la nuit a toujours été quand même l'une des choses les plus compliquées, non, au cinéma? Surtout dans la nature. Parce que dès que je veux dire... Soit on est dans un film policier du genre Touchez pas au Grisby, où à la fin tout se passe aux abords d'une forêt, mais tous les effets de lumière se voient. On est dans un pastiche de film policier. Tandis que là, je veux dire, d'arriver à créer un climat naturel, je veux dire, enrichit le dialogue et permet aux acteurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. La nuit, de toute façon, pose des problèmes à tout le monde et tout le temps. Mais bon, on n'est pas là pour évoquer les problèmes de la nuit, mais pour les problèmes de la couleur. Mais on peut évoquer aussi les problèmes de la nuit au passage, puisque la nuit est en couleur aussi. La nuit, les couleurs s'estompent. La nuit, les couleurs sont désaturées. Et c'est sûr que l'utilisation, travailler en vraie nuit avec des vrais projecteurs, c'est donner un contraste et des couleurs qui n'existent vraiment pas. Voilà, je dis toujours, et c'est pas une blague, que j'ai compris comment il fallait éclairer les nuits en voyant une éclipse. C'est-à-dire ce qui se passe quand on passe du jour à la nuit à l'occasion d'une éclipse. Et c'est très instructif pour quelqu'un qui est assez préoccupé par la lumière. Tu peux nous expliquer, là? Non, mais c'est-à-dire que très très vite, d'un seul coup, non seulement il y a un assombrissement qui, lui, est très lent, mais parallèlement à cet assombrissement, il y a la disparition des couleurs. C'est-à-dire il y a la désaturation des couleurs. Il y a pas de il y en a une bientôt, hein, d'éclipse. Il ne faut pas la louper, il paraît, le 13 mars. Je crois qu'il y en a une. Mais évidemment, une éclipse, c'est chouette quand on est dans la nature. Une éclipse en ville, ça n'a aucun sens. Mais ça vaut le coup d'aller se promener au moment d'une éclipse, d'être à l'orée d'un bois, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions sur Cyrano? Sinon, on va poursuivre avec Camille Claudel. Oui. Bonsoir. Je me demandais si aujourd'hui, avec les tournages en numérique, les problèmes auraient été tout à fait différents, et est-ce qu'on aurait pu tout simplement faire des effets en post-production? Non, alors non. Je suis catégorique, non. Mais par contre, je veux dire, comme j'ai fait un étalonnage en numérique du film, il y a quelques des choses qui me gênent, que je n'ai pas réussi à maîtriser pendant le tournage, et que l'étalonnage en numérique m'a permis de maîtriser. Mais c'est des détails, je ne sais pas, moi je suis choqué à chaque fois que je vois pendant cette tombée du jour
les bonnes sœurs dans le fond du décor qui sont dans un soleil éclatant. Bon, mais ça, en numérique, je veux dire, les outils dont on dispose pour l'étalonnage sont tels qu'on peut décider que les bonnes sœurs ne sont plus dans le soleil, quoi. Mais là, en direct et avec les moyens que j'avais, je ne pouvais pas le faire. Voilà, mais je crois que l'ensemble du travail, ce qui consiste dans le travail en numérique à l'heure actuelle, c'est de déléguer beaucoup d'efforts qu'on faisait sur le lieu de tournage à plus tard. Et je pense que ça, c'est très dangereux et que les grands metteurs en scène sont en train d'en revenir. Je veux dire, il ne faut pas déléguer à plus tard. Il faut faire il faut qu'une équipe, parce que c'est une équipe considérable hein, sur un bazar comme Cyrano de Bergerac, il faut que cette équipe donne le meilleur d'elle-même sur le tournage. Après, on essaye d'être fidèle aux efforts qui ont été faits et à ce qui a été réussi, et on essaye de gommer ce qui a été loupé. Mais je veux dire, il n'est pas question de se reposer sur demain. Demain, on rasera gratis. Non, c'est pas vrai. Les efforts des gens et la concentration des gens, que ce soit les acteurs ou les techniciens, n'est pas la même. Pensez à cette idée-là, tiens, qui vient de me venir. Demain, on rase gratis. Parce que c'est ce qui se passe sur les plateaux à l'heure actuelle, beaucoup, et ça rend tout le monde malheureux. Mais comment faire, puisqu'on ne parle que de fric? Alors effectivement, on n'a pas encore fait la preuve que c'était moins cher, mais on pense que c'est moins cher. Mais on ne peut pas tout juger en fonction d'un budget, c'est pas possible. Enfin, c'est pas souhaitable en tous les cas. Je vous ai répondu à peu près là. Il y a une autre question, là-bas, au milieu. Bonsoir. Pour en revenir non pas au numérique, mais plutôt aux années 40 et 50, au moment où les couleurs sont apparues progressivement, vous disiez qu'en début de soirée, que entre le passage du noir et blanc à la couleur modifiait beaucoup le jet des acteurs et la manière de filmer, bien entendu. Est-ce que vous disiez aussi que la nuit complique beaucoup les choses, mais est-ce qu'il était plus facile de filmer un extérieur nuit en noir et blanc que ce qui a été les complications que vous avez pu avoir dans Cyrano, par exemple, ou dans d'autres films? Alors, ce que j'ai dit n'est pas tout à fait juste par rapport aux nuits. Ce que j'ai dit surtout, si vous voulez, c'est que le fait d'être en couleur amène une quantité d'informations énorme et que dans beaucoup de cas, ces informations sont inutiles. C'est simplement, on surcharge une image dont le sens et dont la force serait beaucoup plus forte en noir et blanc qu'en couleur. C'est le côté, si vous voulez, il faut pas donner. Si vous donnez trop à voir, vous n'entendez plus. Si vous donnez trop à entendre, vous ne voyez plus. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Papé-Bresson. Mais quand on y réfléchit, c'est très très vrai. On ne peut pas submerger tous les sens en même temps. C'est ça que j'ai essayé de dire. Je l'ai peut-être dit d'une façon maladroite, mais c'est ça que j'ai voulu vous faire comprendre. Alors effectivement, imaginons cette scène, là, cette dernière scène surtout en noir et blanc. On aurait été obligé de grossir le trait parce que les subtilités d'un peu plus sombre, un peu plus clair, non appuyées par une modification de la saturation des couleurs, n'aurait pas été la même. Donc et je pense aussi que ça aidait les acteurs à être dans le bain. Ils étaient vraiment dans le bain. Ils arrivaient à nous oublier. Alors que quand vous entourez des acteurs de projecteurs, ils ne peuvent pas vous oublier. On peut peut-être dire dans ce cas-là que la couleur a permis plus de nuances et de subtilité, au moins, pour le jeu des acteurs. Oui, mais là dans le cas de cette séquence que je voulais vous montrer, elle amène que des informations riches et utiles et qui participent de l'ambiance générale. Cette ambiance aurait été, vous me direz, il restait le jeu des acteurs et le texte magnifique de Rostand, mais il aurait été épaulé par quelque chose de beaucoup plus artificiel en noir et blanc qu'en couleur. C'est-à-dire la couleur amène des choses et
Dans certains cas, je pense qu'elle n'amène rien, que des contrariétés ou du superflu. Vous savez, c'est un peu... Les repas, c'est très bien, mais quand ils durent trop longtemps, c'est pas bien. Merci. On passe peut-être à Camille Claudel, peut-être. Pardon ? On passe à Camille Claudel, au troisième extrait. Oui, bien sûr. Sauf Oui. s'il y a- Alors, Camille sauf s'il y a Claudel. une autre question sur... C'est un sacrilège de projeter des morceaux de films, surtout des films quand on les aime. C'est cette idée que le début de Camille Claudel, c'est le passage de la nuit au jour. Et que Bruno Nuiten a pu décider de le faire en ce qu'on appelle en cut, c'est-à-dire c'est d'un plan à l'autre, le jour se lève. Il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est simplement la lumière qui change dans la continuité dramatique et qui, je veux dire, c'est très culotté d'avoir essayé de... faut dire que Bruno Nuiten était un très très bon opérateur et qu'on avait un dialogue particulièrement efficace tous les deux, entre l'ancien et le nouveau. Donc, mais la raison d'être, c'est, dites-vous que vous allez passer de la nuit au jour, comme ça, en tendresse. Écoutez, on va voir et on en parlera après si vous voulez. Alors, on retrouve évidemment Depardieu, c'est un hasard. Mais c'est un régal en même temps. Écoutez, la première bobine de Cyrano, moi, tout à l'heure, j'étais ébloui, quoi. C'est éblouissant, c'est un vrai bonheur. Je me suis aperçu, suite à ce que je vous disais tout à l'heure, que par exemple, dans le dernier plan qu'on vient de voir, moi, je pensais que la bobine se terminait avant, en fait, les gens sont éclairés dans la température de couleur, dans la couleur des luminaires de la pièce, c'est-à-dire des bougies. Et c'est exactement ce qu'on avait voulu éviter dans Cyrano de Bergerac, de façon à ne pas avoir une uniformité des couleurs de peau et puis à dénaturer la couleur des costumes. Mais là, par contre, ça nous sert complètement et c'est absolument pas gênant, au contraire. Donc, si vous voulez, les options à prendre par rapport à la couleur, elles dépendent vraiment du lieu, des costumes, du scénario. C'est un ensemble de choses qu'il faut résoudre évidemment au moment de la préparation. Quant au passage écoutez, moi j'ai toujours été en admiration devant le montage qu'avait fait Bruno Nuiten, parce que en fait on passe de la nuit au jour sans s'en rendre compte. Je trouve ça tout à fait efficace, quoi. Et c'est ça que j'avais envie de vous montrer, c'est-à-dire que la couleur peut aussi servir, je veux dire, dans un film en noir et blanc, on aurait été obligé de faire des fondus, des enchaînés, enfin des effets spéciaux pour donner la notion du temps qui passe. Alors que là, je veux dire, d'un plan à l'autre, d'un seul coup, il y a du jour, du soleil. Alors tout ce qui est fait dans le studio est fait en studio, et tout le reste est en décor naturel ou en extérieur. Mais tout ce qui se passe dans le studio de Camille Claudel est fait en intérieur studio, quoi. Est-ce qu'il y a des questions, alors sur ces extraits ou plus largement sur le travail de Pierre Lhomme et le travail du directeur de la photo? Oui, il y a 2 questions ici. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez développer un peu une idée que vous avez abordée tout à l'heure en parlant du plan de grue de Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire que ce sont 2 films en couleur, mais aussi j'ai l'impression 2 films en mouvement, qu'il y a beaucoup de travelling, et comment on compose un éclairage coloré, une harmonie dans les couleurs, avec des mouvements de caméra complexes. Écoutez, j'ai presque envie de vous dire que c'est simple. Il n'y a pas, je veux dire, vous en tenez compte dans votre façon de cadrer, d'éclairer, mais je veux dire, ça pose pas de problème particulier.
Je vois pas, peut-être je comprends pas bien ce que vous avez derrière la tête. Dans une pièce fermée, comme on voit là dans la pièce, il est plus simple, je pense, de composer les couleurs que lors de grands travelling ou de panoramiques complexes. Oui, mais dans les deux cas des films, oui, vous avez raison, mais dans les deux cas qu'on a vus ce soir, les grands travelling, si vous voulez, de Cyrano, le théâtre, c'est un décor construit à Budapest. Là, dans Camille Claudel, l'idée d'avoir cette levée de jour dans le studio c'était pas pensable en décor naturel. Donc c'est entièrement fait en studio. Donc, le studio, ça implique, si vous voulez, si on sait ce qu'on veut, une très très grande liberté. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà. Les deux séquences où il y a beaucoup de mouvements d'appareil assez compliqués sont des séquences qui sont faites en studio. Mais Pierre, peut-être pour répondre plus précisément à la question, ce sont des questions qui se posent au moment de la préparation et pas sur le plateau. On est d'accord? Bien sûr, oui, c'est ça. Ça, c'est les problèmes évoqués effectivement dans la préparation. Et plus la préparation, parce que tu disais par exemple que Rapneau était très pointilleux, extrêmement précis, et que si toutes ces questions sont bien posées au moment de la préparation, et si elles trouvent au moment de la préparation une réponse adéquate, évidemment, sur le tournage, ça sera beaucoup plus simple. La question, ce que tu disais tout à l'heure sur les feuilles au moment du travelling avec Grue, l'histoire des feuilles et de la couleur des feuilles, tu y avais pensé avant ou ça a été sur le moment? De quelles feuilles tu parles? Les feuilles des arbres, quand tu as fait le travelling. Ah, le dernier plan. Le dernier plan. Moi, j'y pensais beaucoup, lui n'y pensait pas. Moi, mon obsession, c'était si je me mets... je ne peux pas parler photographie, mais il y avait 10 fois plus de lumière dehors, à l'extérieur des arbres, que sous les arbres. Donc, si j'adaptais le diaphragme aux arbres, à l'extérieur des arbres, on ne voyait plus les personnages. Les personnages disparaissaient dans le noir complet. Donc effectivement, la seule solution, c'était d'assombrir, mais sans toucher le fond du décor. Heureusement, je n'ai pas eu besoin de le faire parce que peut-être qu'on n'y serait pas arrivé. Et cette préparation, avant de poser la question, il y a une autre question qui arrive, et cette préparation en amont, elle se fait bien sûr avec le réalisateur, elle se fait avec le chef décorateur, ouais. Avec le créateur de costumes, ou pas, qui intervient là? Qui intervient? De quel film tu parles? Oui, mais généralement... Prends en exemple ce que tu veux. Ouais. Dans le cas de Cyrano, c'était évident qu'il fallait, qu'il fallait pas massacrer les costumes. Ça, Moi, je ne l'avais pas compris au moment de la préparation que les costumes auraient une telle valeur visuelle. Mais c'est vrai que cette valeur visuelle qui était assez éblouissante, même pour nous, je veux dire, il ne fallait pas la dénaturer. Donc l'idée de ne pas utiliser de projecteurs de lumière colorée, c'était très, très judicieux. Mais ça, on l'avait décidé dès les essais de maquillage, en fait. Avec si vous voulez, chaque metteur en scène est un cas d'espèce. Je veux dire, Cyrano, c'est 4 ans ou 5 ans de travail, de préparation de la part de Rapneau et d'écriture avec Jean-Claude Carrière. C'est des choses qui sont pensées minutieusement. Donc, on évoque effectivement tous les cas de figure possibles. Y compris, mais je veux dire, par exemple, dès les premiers repérages à Budapest, je me suis aperçu que le décorateur, qui était un type extrêmement compétent et talentueux, n'avait pas l'habitude du cinéma. Et que c'était essentiellement un décorateur d'opéra ou de pièces de théâtre. Et je me suis aperçu tout de suite que dans la première scène, il fallait qu'il y ait des éclairs et que je n'avais aucune possibilité, étant donné la façon dont il avait construit son décor, je ne pouvais pas faire d'éclairs. Donc il a fallu que je fasse modifier les décors et tout ça, mais en bonne intelligence, si je puis dire. Je lui ai expliqué que si je prenais le scénario au sérieux, son décor ne me permettait pas de le suivre.
Il y a une autre question là devant, Pierre. Bruno Nuiten, le réalisateur de Camille Claudel, a été de nombreuses années avant chef opérateur, si mes souvenirs sont bons. Donc je voulais savoir en fait comment s'était passée cette collaboration au sein d'un film entre un ancien chef opérateur et un chef opérateur, on va dire, toujours actif. Et un metteur en scène débutant. Voilà, en quelque sorte. Mais justement, comment se passait cette communication-là? Est-ce que ça a été un film beaucoup plus facile à faire, justement, parce que vous compreniez, vous veniez plus ou moins du même métier, ou quelles ont été vos expériences dans ce domaine? Il y a deux choses qui ont joué d'une façon très claire. C'est que moi, j'ai eu comme mentor un garçon qui s'appelait Guylain Cloquet, qui était un chef opérateur qui m'a pris sous son aile quand j'ai débuté. Et 20 ans après, ce même chef opérateur a pris Bruno Nuiten sous son aile quand il était prof à l'INSAS à Bruxelles. Mais de toute façon, si vous voulez, ça c'est le background. Mais la chose essentielle, c'est qu'on était des bons collègues. C'est-à-dire que, je l'aimais bien, il m'estimait beaucoup, et qu'on parlait comme des collègues. C'était épatant, c'était très bien. C'est-à-dire que les questions qu'on pouvait se poser, on s'est posé à haute voix. Voilà, il n'y avait pas de non-dit, si vous voulez, dans notre relation. Non, c'était vraiment, moi, c'est un très très grand souvenir, et je trouve un peu dommage qu'il ait abandonné le cinéma, quoi. C'est un homme qui transpirait le cinéma avec bonheur, et qui, pour des raisons que je ne connais pas vraiment, enfin, qui sont sans doute très très liées à des événements personnels, il ne fait plus de cinéma. C'est dommage. Voilà. Mais la base, c'est des collègues. Voilà, j'ai un bon collègue, tu as un bon collègue, et on a eu un même mentor. D'autres questions ? Moi, c'est très technique. C'est juste la montée du jour. Vous augmentez l'intensité des projecteurs, ou vous rajoutez des projecteurs? Comment Donc, Camille Claudel, la montée du jour. Mais c'est mon regard. Je veux dire, c'est en modifiant les lumières principales. C'est en modifiant la nature des ombres, faisant disparaître certaines ombres et en créant d'autres. Ensuite, faisant apparaître des couleurs chaudes sur le lever du soleil et des couleurs froides une fois que le soleil est arrivé à son zénith, qui est à peu près, en gros, au moment où Rodin arrive dans le décor. Non, ça c'est une question, si vous voulez. Moi, j'avais posé comme question dans une école, j'avais demandé de cinéma, j'avais demandé aux élèves de décrire les modifications de la lumière dans leur chambre à coucher, ou dans la salle à manger, ou dans l'appartement, ou dans la tente, n'importe où, entre le matin et le soir. Voilà. Parce que je pense que, si vous voulez, c'est un métier où on fait son regard en permanence. Donc c'est une question de regard, de voir des choses que des gens que ça n'intéresse pas ne voient pas. Mais quand c'est votre domaine, quand c'est ce qui vous intéresse ou vous passionne, vous le voyez. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. D'autres questions? Oui, devant, ici. En tant que retraité, quels sont actuellement les chefs opérateurs que vous admirez? Ah ben oui, bien sûr. Oui. Mais lesquels vous admirez? Il ne faut pas me demander des noms, parce que les vieux retraités, ce qui est mon cas, n'ont vraiment plus beaucoup de mémoire. Non, mais c'est terrible, hein, vous verrez plus tard. On a des souvenirs formidables qui datent d'il y a 40 ans, mais les souvenirs d'il y a 24 heures s'effacent. C'est très étrange, très étrange. Mais enfin, il y en a. La relève est largement assurée, mais la relève est en face de difficultés gigantesques, qui est le pouvoir que prend l'informatique et le numérique sur les images. C'est-à-dire que
quand je restaure un film, par exemple, ce que je fais avec beaucoup de plaisir, mais avec amour du film et connaissance du film, je veux dire, je travaille avec des gens qui ne sont pas des cinéastes, qui n'aiment pas spécialement le cinéma, qui font un boulot. Et ça, c'est un peu du rail. Ça, c'est dur, c'est dur. Voilà. Là, il y a encore une question. Une question concernant un film mystère de votre filmographie, c'est-à-dire un film qui est invisible depuis 40 ans, c'est-à-dire il a été projeté lors de sa sortie. Attendez, je m'excuse, j'ai pas entendu. Non, c'est une question qui porte sur un film de votre filmographie qui est un mystère puisqu'il est invisible depuis à peu près une quarantaine d'années. Oui. Donc, en savoir peut-être un tout petit peu plus, puisque ce film n'a même pas été édité à l'époque en VHS, donc c'est un film introuvable, on ne sait pas pourquoi. C'est un film réalisé par Jean-Pierre Arrigui, La Coqueluche. Oui, oui, c'est bizarre que vous connaissiez ça. Ben, justement, pourquoi c'est bizarre que je le connaisse? Qu'est-ce qui se passe autour de ce film qui pourtant est porté par des comédiens très connus, qui est tourné, je crois, dans un train, enfin, je parle par oui dire, puisque je ne l'ai pas vu moi-même. Attendez, vous parlez de La Coqueluche. La Coqueluche, oui, tout à fait. Ça n'a pas été tourné dans un train. Vous voyez, c'est pas l'histoire d'un contrôleur de train qui je crois pas. Écoutez. Avec Pierre Richard, c'est bien ça, non? Je veux dire, c'est un des rares films que j'ai vraiment oublié pour une excellente raison, c'est qu'il s'est arrêté de faire du cinéma. Oui. Il n'est pas mort, il était toujours vivant, donc il n'y a pas eu un suivi dans ses ambitions cinématographiques, si je puis dire. Et donc vous l'avez oublié. Et moi, je ne garde pas un souvenir impérissable de mon travail avec lui. En tant qu'homme, il était tout à fait charmant, même drôle, si mes souvenirs sont bons. Mais en tant que cinéaste... Donc vous ne souvenez pas d'un tournage sur un train avec Pierre Richard, contrôleur de train de la SNCF, qui passe de wagon en wagon, où vous êtes crédité comme chef dans La Coqueluche. Non, j'ai oublié. Voilà, bon, on n'est pas les seuls, alors c'est bien. On n'est pas seuls. J'ai travaillé souvent avec lui et je me suis régalé. Mais là, il y a un trou. Mais oui. Mais en tous les cas, je crois que Arrigui, il s'appelait, je crois qu'il a eu raison de ne pas poursuivre. Mais vous savez, bon, on tape pas forcément dans le mille tout le temps. Hein. Autre question? Oui, il y en a une là-bas. Je récidive. Justement, puisque vous parlez de personnes qui ont bien fait d'arrêter, je voulais savoir si les relations entre un chef-op et puis un réalisateur sont toujours en bonne entente, ou bien si vraiment il y en a certains qui ne comprennent pas de quoi vous parlez. Tous les cas de figure existent. Effectivement, moi, je disais en forme de boutade qu'il m'est arrivé de travailler avec des metteurs en scène aveugles. Bon, mais c'est une demi-boutade, mais c'est ce que je pensais vraiment. C'est-à-dire, c'est des gens qui entendaient, mais qui ne voyaient pas. Et qui pouvaient être charmants par ailleurs, et même assez talentueux. Mais bon, c'est difficile pour un opérateur de travailler avec quelqu'un qui ne voit pas bien clair. Non, mais il faut se dire que je veux dire, chaque metteur en scène est un cas de figure, vous voyez, je veux dire, et c'est une des possibilités d'un opérateur de pouvoir collaborer et s'adapter à des gens de culture et de tempérament très différents. Et c'est pas toujours dans le bonheur et la bonne humeur. Hein. Je veux dire, il y a des relations qui sont des relations conflictuelles. Il y a des metteurs en scène dont on garde un très mauvais souvenir, tout en ayant fait un film pas mal du tout. Mais ça, c'est le problème des relations humaines en général, quoi. Chaque metteur en scène est différent, et c'est aussi un des plaisirs, si vous voulez, de ma profession, de ce qui a été ma profession, c'est justement de mélanger son savoir avec des gens différents. C'est sûr que chaque metteur en scène ne vous demande pas la même chose. Il y en a qui ne vous demandent rien d'ailleurs. Je veux dire, ils sont contents. Vous leur amenez tout ce que vous amenez, ils sont contents. D'autres qui demandent des choses très très précises.
Non, je veux dire, tous les cas de figure existent. Les plus fraternels et les plus ambigus. On va remonter le temps. Je crois que c'est 62, Le Joli Mai de Chris Marker et de Pierre Lhomme, justement. Oui. Puisque je crois que Chris Marker vous a crédité comme co-réalisateur. Oui. Donc ça m'amène à une question d'un débat que je crois qu'on entend souvent dans les couloirs de l'AFC. Est-ce qu'un directeur de la photo doit être considéré comme un titre, comme le scénariste et le réalisateur, comme co-auteur? Alors, écoutez, mélanger, on ne peut pas mélanger. Je veux dire, moi, j'ai jamais pensé qu'un opérateur, qu'un chef opérateur est un co-auteur. Ou alors il est co-auteur avec tellement de monde mais le cas du Joli Mai de ma relation avec Chris Marker, c'est tout à fait différent. Je veux dire, c'est une rencontre qui a été tout à fait impressionnante et riche d'enseignements pour moi et qui a généré une amitié qui n'a disparu qu'avec son décès. Quand on a préparé le Joli Mai, quand on s'apprêtait à faire ce film, notre seul souci, c'était d'arriver à, si vous voulez, avoir une relation de qualité avec les gens qu'on rencontrait et qu'on allait interviewer. Comment faire pour pas leur faire dire des choses qu'ils auraient dites pour nous faire plaisir, ou comment ne pas traumatiser les gens. Parce que, un peu moins peut-être aujourd'hui, mais à l'époque, je veux dire, une caméra et un micro, ça traumatise les gens. Vous savez plus que les gens savent plus ce qu'ils disent. Je veux dire, donc l'essentiel de notre préparation a consisté à avoir un matériel et une façon de fonctionner qui soit, comme on dit aujourd'hui, mais moi ce mot est pour moi très important depuis bien plus longtemps, on parle de bienveillance. Ben, effectivement, notre souci, c'était d'avoir une relation bienveillante avec les gens qu'on rencontrait. Je n'étais pas co-réalisateur au début. Je suis devenu co-réalisateur parce que Chris a décidé que j'étais co-réalisateur. Mais ça n'était pas... Je n'ai pas un contrat de co-réalisateur, j'ai un contrat d'opérateur. Mais c'est la qualité de notre relation, et qui ensuite a perduré, bien sûr, mais c'est la qualité de cette relation que Chris a reconnue, ce qui est un rare mérite, parce que généralement, les gens s'attribuent toute la part du gâteau. On est dans la réponse. Autre question ? Alors peut-être, Pierre, pouvons-nous parler des acteurs, parce que tu as dit hier en ouverture qu'on a compris que tu avais beaucoup de respect pour les acteurs, parce que c'est toi qui les saisis finalement, c'est toi qui... Non, mais je me suis aperçu, bon, j'ai toujours aimé les actrices en particulier, mais bon, parce que c'est plus dans la nature des choses, si je puis dire. Mais en étant obligé de prendre ma retraite par rapport à ce métier, parce que je ne courais plus assez vite et que c'est des métiers qui demandent énormément de forme physique, une des choses qui me manque le plus encore aujourd'hui, c'est la relation avec les acteurs. C'est quelque chose que, rétrospectivement, j'apprécie de plus en plus. C'est vrai que quand je vois le grand Gégé dans Cyrano, moi je suis ému aux larmes devant cette capacité extraordinaire d'endosser un costume. Bon, voilà, hein, je veux dire, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Mais en même temps, j'imagine aussi que la relation avec les acteurs, les actrices, entre le chef opérateur et puis les acteurs et les actrices, c'est une relation très particulière, parce qu'il peut y avoir de l'inquiétude, il doit y avoir de la confiance, j'imagine, à un moment. C'est-à-dire que les acteurs, les actrices en particulier, sont très sensibles au fait qu'il y a quelqu'un qui les regarde en permanence. C'est-à-dire, je veux dire, on est un regard permanent, on regarde plus qu'on écoute.
Et c'est vrai que ça crée des liens affectifs très forts. Très forts. Et ce que je disais, c'est vrai, c'est-à-dire que les acteurs masculins sont très pudiques et ne révèlent pas leur faiblesse, tandis que les actrices ont besoin d'être reconnues avec leurs problèmes, avec leurs faiblesses. Et donc celui qui les regarde le plus en permanence, qui est à côté de la caméra ou à la caméra, ça dépend des films, je veux dire, il est un observateur permanent de leur état, de leur... Donc il peut souvent être le confident, ou je sais pas, enfin l'ami sur le plateau à tous les coups. Celui qui va se faire aussi oublier à un moment, que tu disais. Pardon ? Celui qui va se faire oublier aussi, puisque tu disais tout à l'heure que pour une des scènes de Cyrano, la dernière, il y avait quasiment plus d'éclairage, enfin il n'y a pas d'éclairage artificiel, et que c'est une des dimensions qui a mis Depardieu et Brochet en confiance. Oui, oui. Non, et puis le fait qu'on avait décidé de tourner cette scène en continuité. C'est-à-dire, parce que c'est très difficile, la plupart du temps, les séquences sont hachées menues, c'est-à-dire, elles ne sont pas tournées dans la continuité, elles sont tournées en fonction de la disponibilité des acteurs, de la disponibilité du décor, de tout un tas de choses qui font que des fois, vous tournez le dernier plan d'un film après avoir tourné le 5e plan. C'est là où la force du scénario et d'un metteur en scène est indispensable pour arriver à ressouder tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui le soudent très très bien. Il y a une question. Oui, j'ai une question qui concerne la relation que vous avez, vous, entretenue avec la peinture. Et c'est en fait en regardant la fin de Cyrano, avec Anne Brochet en particulier, et en posant la question de la couleur, en étant attentif, parce que c'est le jeu de cette rencontre ici avec vous, j'ai eu une émotion, mais qui est un peu la même que celle que j'ai devant de la peinture flamande. Wow. Et merci. Non, mais et alors je me suis dit, mais en fait c'est vrai que avec le noir et blanc, je vais pas chercher ça, c'est-à-dire que je cherche pas effectivement à retrouver des émotions relatives à de la peinture lorsque je suis, je sais pas, devant un Chris Marker ou un Godard par exemple. Oui, là, oui. Et alors, est-ce que chez vous il y a une envie, une volonté, mais consciente, de retrouver ça, ou est-ce que c'est plus inconscient parce qu'on n'a qu'un seul patrimoine, enfin voilà, on ne choisit pas le patrimoine pictural. Qui est le nôtre en Occident, enfin. Non, c'est le fruit de la culture générale, c'est pas une volonté déterminée de... Oui, j'aime la peinture, mais tant pis, tant mieux, vous voyez. Mais c'est la culture générale que vous exprimez dans votre travail. C'est très... L'intérêt souvent des peintures ou des gravures, c'est de vous donner une idée sur l'ambiance qui pouvait régner à un certain endroit, à une certaine époque. Par exemple, quand on a fait Camille Claudel, ça m'avait beaucoup touché parce que Bruno Nuiten m'a offert un bouquin sur les peintres nordiques, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un bouquin magnifique. Et il m'a dit, voilà, dans ce bouquin, tu devrais trouver de quoi alimenter notre film. Mais moi, je veux dire, il m'a mis en relation, si vous voulez, avec des peintres que je ne connaissais pas. Mais bon, j'ai pas... C'est venu s'additionner à ma culture, ça n'a pas été... j'ai pas été faire de l'imitation ou de la tentative d'imitation. Et ce qui vous donne cette impression par rapport à Cyrano, c'est les décors et les costumes, tout y contribue. Autre question ? Oui, je voudrais en savoir un peu plus sur La Maman et la putain. Parce que vous parliez de films tournés en continuité, je voudrais savoir si vous étiez dans la salle, par exemple à Cannes, à la première projection, et puis surtout aussi ce que le stage vous avait demandé et ce que vous avez proposé. Comment s'est passé le travail précisément?
change de domaine. Là. Oui, je sais. C'est assez violent. D'abord, on l'a tourné dans l'ordre. Ça, je l'ai dit parce que c'est une occasion tellement rare. Mais bon, la relation était très, très amicale avec Jean. Parce que j'étais sacralisé, parce que je venais de faire un film avec Bresson qui s'appelle Les 4000 rêveurs. C'est ce soir qu'il faut, je ne sais pas. Il faut que vous alliez le voir. Hein. Non, mais sans blague, parce que les occasions sont rares, il y a une seule copie et il y a tout un tas de problèmes d'ayant droit sur ce film. Donc, si vous voulez, par rapport à Jean, le fait que j'avais travaillé avec Bresson, j'étais complètement sacralisé dès le départ. On se connaissait, on avait des amis communs. Il était très ami avec mon assistant de l'époque, mais on ne se connaissait pas vraiment, quoi. Simplement, la force des dialogues de ce film, parce que le scénario, c'était pas un scénario avec une description de découpage technique ou de choses comme ça, c'était un texte. Et le problème, c'était de placer la caméra au mieux pour entendre. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je crois que c'est vraiment réussi et que Eustache était un homme d'un talent tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail de ce film parce que c'est une conférence pour une autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un... Oui, dans les grandes rencontres que j'ai faites dans ma carrière, évidemment, les tournages avec Eustache sont très très importants. Mais vous imaginez le monde, l'univers, et c'est ça qui est assez impressionnant des fois quand on regarde son passé, c'est d'avoir pu se marier avec des univers aussi différents. Ouais. Juste pour la lumière de La Maman et la Putain, qui laisse quand même le souvenir d'une sorte de ciel gris permanent. Ciel bas. J'ai ressenti les choses comme ça. J'ai ressenti les choses, c'est tout. On avait fait parce que ça, j'avais un peu peur au début parce que j'avais déjà une certaine réputation à ce moment-là. Et donc en même temps, il avait envie de travailler avec moi, mais il avait un peu peur. Et peur de quoi, je ne sais pas exactement, mais je peux l'imaginer. Et donc on a fait un dimanche, alors que j'étais en train de tourner avec Claude Berry, on a tourné une séquence de La Maman et la Putain à titre d'essai. D'abord un essai sur le choix de pellicule que j'avais fait, ensuite un essai sur le gonflage, parce que le film est tourné en 16, mais a été ensuite agrandi en 35. Et puis, il voulait me voir au travail, il ne m'avait jamais vu au travail. Est-ce qu'il allait se retrouver en face d'un monstre, ou en face d'un bon collègue, ou en face, vous voyez, il y avait un mystère qui planait un peu. Donc on a eu une journée, on a tourné une séquence qui est dans le film d'ailleurs, qui est la séquence chez la couturière. Est-ce que c'est à cause du 4000 rêveurs justement qu'il a dans La Maman et la Putain? Oui, j'ai toujours dit, c'est le fait d'avoir travaillé avec Bresson pour lequel il avait une admiration énorme qui lui a donné envie de travailler avec moi. Parce qu'il y a les scènes de nuit dans La Maman et la Putain aussi qui peuvent éventuellement... On se dit que... Oui, mais il n'y a rien de spécial, il y a des scènes de nuit, c'est tout. Mais je veux dire, elles n'ont rien de spécial à ma connaissance, mais je crois que c'est sans relation avec Bresson, en tous les cas. Avec les 4000 rêveurs, aucune. Mais il adorait le film, c'est tout. En plus, les 4000 rêveurs, c'est un film que j'ai fait à la lumière et au cadre. Et donc, avec Jean, on parlait beaucoup plus de problèmes de cadre que de problèmes de lumière. Le problème de lumière, dès qu'il a vu les premières images en noir et blanc que j'ai faites, il était très très content. Voilà. Donc, il m'a laissé faire. Il y a une autre question, Pierre. Sans vouloir empiéter sur la présentation du film qui va suivre, comment fait-on quand on arrive après le travail de Ghislain Cloquet sur l'univers bressonien qui reste lié en fait à l'image qu'on a et ce qui a été apparemment votre professeur? Je ne sais pas si j'ai compris le détail de votre question, mais je dois pouvoir y répondre par déduction. Moi, je connaissais très bien le cinéma Bresson.
Et je savais aussi les problèmes que Bresson avait par rapport à ses producteurs, c'est-à-dire qu'il n'arrivait plus à tourner parce que ses films étaient trop chers. Il dépensait trop de pellicules et ne rapportait pas assez d'argent. C'est ça surtout le problème. Bresson était en train de devenir un metteur en scène qui n'était pas bancable, comme on dit aujourd'hui. Et c'est une situation un peu dramatique pour un metteur en scène. Donc je crois que la première raison pour laquelle la production et lui m'ont demandé, c'est parce que j'avais la réputation d'un opérateur qui peut passer d'un petit budget à un gros budget sans difficulté. Ce qui était vrai d'ailleurs. Mais la production a essayé d'entraîner Bresson dans un tournage en 16 mm à la main, ce qui était évidemment complètement imbécile, sous prétexte que moi j'étais un opérateur assez habile à la main. Je veux dire, d'imposer à Bresson un style d'un académisme et d'une pureté formidable, de lui proposer un mec qui aurait une caméra à la main et qui ferait ce qu'il voudrait autour des comédiens. C'était une proposition idiote. Et j'avais comme allié ce vieux copain qui était Guylain Cloquet, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui me disait, mais surtout, ne prends pas une caméra 16 mm, il va faire au bout d'une semaine, il aura une crise de nerfs et il sera obligé de tout refaire. C'était tellement évident, mais il a fallu en persuader les producteurs. On dit, vous faites une erreur formidable. Il faut regarder la carrière de Bresson et on ne va pas transformer la carrière de Bresson. Et la seule chose sur laquelle ils ont insisté beaucoup, ils avaient très peur. Ils avaient très peur que Bresson dépense trop de pellicules. Voilà. Alors effectivement, en étant à la lumière et au cadre, je pouvais le tranquilliser. C'est-à-dire, je pouvais prendre sur moi de dire ça va. Parce que comme c'est un homme qui est dans le doute permanent, s'il ne sent pas une certaine sécurité autour de lui, je veux dire, il peut tourner le même plan pendant une journée. Je veux dire, c'est par angoisse. Donc j'étais un des opérateurs qui pouvait le tranquilliser. C'est-à-dire, comme je disais que c'était bien, c'était vraiment bien. Et les premiers... ça c'est difficile à comprendre pour les gens qui ne sont pas du bâtiment, si je puis dire, mais Bresson est un homme qui est tout le temps dans le doute et dans l'insatisfaction et qui donc aime refaire des plans. Et ça coûte très cher aux productions, donc c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu lui imposer un jeune... Mais il était d'accord, hein, l'imposition n'a pas été difficile. Mais il voulait un jeune opérateur qui puisse le tranquilliser et lui dire qu'il n'y avait rien à refaire, que tout était bien. Voilà, mais de savoir ce qui pouvait choquer Bresson, ça c'était difficile. Moi, quand il y a eu l'histoire des 16 mm, je l'ai emmené voir du 16 mm, il sautait sur le fauteuil. Ça le mettait dans un état. C'était évident que les producteurs ne pouvaient pas lui proposer une chose pareille. Ça aurait marché quelques jours, et ensuite on aurait tout refait en 35 normal avec un pied, une caméra et tout. Sur Bresson, je peux parler pendant très longtemps. Mais on va voir le film tout à l'heure, donc tu vas pouvoir en reparler. Il y avait peut-être une toute dernière question là-haut. Vous avez... Non, voilà, une toute dernière question et puis on va faire une pause. Pardon. Merci beaucoup. Pour revenir à une question un peu plus générale sur la couleur, vous disiez que pour Camille Claudel, vous avez offert un livre sur l'univers chromatique des peintres nordiques. Alors, est-ce que la responsabilité de la gamme chromatique d'un film, évidemment, se partage entre le réalisateur et le chef opérateur, mais même si ça doit être à chaque fois différent, est-ce que vous avez des souvenirs, plus vous avez avancé peut-être en expérience, et plus on vous a laissé choisir ou proposer? Oui, on m'a laissé choisir et proposer, et on a respecté ce que j'aimais pas et ce que j'aimais, oui. D'accord, y a-t-il eu peut-être des réalisateurs qui n'avaient rien à apporter, qui vous laissaient une confiance totale? Oui, il y a tous les cas de figure. Je l'ai dit un peu, ça a l'air bête de se répéter, mais les réalisateurs, c'est tous les cas de figure. La difficulté, c'est de s'adapter à un cas de figure. Et généralement, quand vous faites un film, c'est pendant la période de préparation et de maturation du projet que vous arrivez à
développer les atomes crochus avec un réalisateur. Bon, moi je sais par expérience, je veux dire, moi j'aime les gris contre la couleur, j'aime pas les couleurs vives, mais bon, si un metteur en scène veut absolument des couleurs vives, il aura des couleurs vives, c'est quelque chose qui se décide avec le décorateur et avec le costumier. Mais bon, je veux dire, si je dois avoir des couleurs vives, je ne fais pas une maladie. Est-ce que c'est une réponse? Oui, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce qu'il est 20h, on va tous faire une petite pause. Merci beaucoup à Pierre Lhomme pour cette